Pour la première fois cette année, j'ai décidé de louer de temps en temps une voiture. Je vais donc enfin découvrir la conduite au Japon. Non, parce que le train c'est très bien, hein, j'adore les trains japonais, c'est pas la question. Mais la voiture permet d'aller vraiment hors des sentiers battus, là où ni le train ni le bus ne peuvent vous emmener. Du coup, pour ma première étape, j'ai choisi des lieux historiques de la région de Nagano, le château d'Ueda et celui beaucoup moins connu d'Arato. On va même se faire un petit onsen perdu dans la montagne. Allez, c'est parti! Pour quitter Tokyo, je vais quand même prendre le Shinkansen. J'avoue que pour ma première location de voiture au Japon, je préfère me faire la main en dehors de la capitale. Et c'est aussi l'occasion d'emprunter le Joetsu Shinkansen, que je n'avais encore jamais pris jusqu'ici. Me voici donc à bord du Hakutaka, qui relie Tokyo à Kanazawa. J'ai 1 heure de trajet jusqu'à Ueda, mais une fois sorti de la grande banlieue de Tokyo, les paysages qui défilent sous mes yeux me laissent déjà entrevoir un aperçu des Alpes japonaises. Le château d'Ueda, du moins ce qu'il en reste, se trouve à 10 minutes à pied depuis la gare. Et en passant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce panneau indicateur pour le moins original. Alors j'ai précisé ce qu'il reste du château d'Ueda, car aujourd'hui, la ville en a fait un parc public. Le château a en effet été partiellement démoli juste après la bataille de Sekigahara en 1600, avant d'être reconstruit, toujours partiellement, quelques années plus tard. Comme pour de nombreux châteaux au Japon, les reconstructions que l'on peut admirer aujourd'hui sont relativement récentes. La porte principale date de 1990 par exemple. Mais son aspect n'en laisse rien paraître. Et c'est ce que j'apprécie avec les châteaux japonais, le fait que, même rebâtis, ils semblent authentiques, du moins en apparence. On sent qu'un soin extrême a été apporté afin de reproduire fidèlement l'édifice. Du point de vue historique, si j'ai choisi Ueda, c'est parce que l'endroit est resté célèbre grâce au clan Sanada, qui compta parmi ses rangs un samouraï d'une bravoure exceptionnelle, dont j'ai déjà un peu parlé sur la chaîne, Sanada Yukimura. Un samouraï facilement reconnaissable grâce à son armure rouge et les bois de cervidés sur son kabuto. Ce casque de samouraï à lui seul permet de l'identifier, et les concepteurs du parc ne s'y sont pas trompés. Quant au château, il est resté dans l'histoire pour avoir résisté par 2 fois aux assauts des armées Tokugawa, malgré une grosse infériorité numérique des Sanada. L'histoire a notamment retenu le second siège de Ueda, qui a eu lieu quelques jours à peine avant la bataille de Sekigahara. Tokugawa Ieyasu avait séparé son armée en 2, lui-même ayant pris la tête du plus gros de ses troupes pour marcher vers Osaka en empruntant la fameuse voie du Tokaido, tandis que son fils, Hidetada, devait le rejoindre par l'autre route, celle de Nakasendo. Or, cette route passait par Ueda. Désireux de se faire bien voir par son père, Hidetada décida de manière unilatérale, autrement dit contre l'avis de ses conseillers militaires, de prendre le château d'Ueda afin de venger l'affront que les Sanada avaient infligé à son clan quelques années auparavant, en 1583. Malheureusement pour lui, il fera face à la même résistance opiniâtre des Sanada et devra lever le siège pour rejoindre son père à Sekigahara. Et si cette histoire est restée célèbre, c'est parce que le siège de Ueda par Hidetada aura pour conséquence que celui-ci arrivera après la bataille de Sekigahara. Le sort du Japon aurait ainsi pu s'en trouver bien différent si, par chance pour Ieyasu et les siens,
Une trahison de dernière minute dans le camp adverse ne leur avait pas permis d'emporter la victoire. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le clan Sanada, et Sanada Yukimura en particulier, sont la fierté de la petite ville d'Ueda. On retrouve un peu partout des références ou des effigies des personnages liés à ce héros local qui, jusqu'à sa mort en 1615, lors de la campagne d'été d'Osaka, aura résisté au Tokugawa. Ici et là, on trouve également de petites statuettes représentant les 10 braves de Sanada, un groupe de ninjas légendaires qui aurait, paraît-il, servi de garde du corps et de conseiller militaire à Yukimura. Sur les 10, j'en ai retrouvé 3 en me promenant à travers la ville. Petit aparté histoire ferroviaire. Dans le hall de mon hôtel, je suis tombé sur cette petite expo photo dédiée à la ligne de train locale. Trop stylé. Mais à mon réveil, ce n'est pas le train que je vais prendre pour rejoindre ma prochaine étape. Me voici au volant, pour la première fois au volant d'une voiture japonaise. Voilà, comme une petite Yaris, sympa. Alors là par contre, il faut que je retrouve ma route jusqu'à la gare. Alors c'est parti. Finalement, trouver son chemin sur la route au Japon, c'est vraiment super facile. Merci les GPS japonais. Je sais pas si les voitures de cette marque, que je ne citerai pas mais que vous aurez reconnues, sont équipées des mêmes GPS chez nous, j'ai un doute. En tout cas, c'est indispensable, surtout quand on se rend dans des lieux où les routes sont particulièrement étroites et sinueuses. Me voici donc en route pour un château beaucoup moins connu et surtout très différent de ce que l'on a l'habitude de voir, le château d'Arato. Je vous l'avais dit, ça change par rapport au château japonais classique. En fait, de château, c'est plutôt un fort. Une reconstitution des forts tels qu'on en trouvait un peu partout dans le pays durant le Sengoku Jidai. À l'origine, sa construction remonte à 1524. Vu sa situation stratégique dans l'ancienne province de Shinano, il s'est plusieurs fois retrouvé au cœur des batailles ayant opposé Takeda Shingen et Uesugi Kenshin. Pour en savoir plus sur ces deux grands chefs de guerre, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais consacrée à 5 samouraïs exceptionnels il y a déjà un certain temps. Je vous la mets en fiche. Et vous y trouverez aussi plus d'infos sur Sanada Yukimura. Le château d'Arato a plusieurs fois changé de propriétaire sur la fin du Sengoku Jidai et a finalement été restauré et considéré comme site historique en 1995. Du fait de sa conception originale très fidèle au fort de l'époque Sengoku, l'endroit a notamment servi de lieu de tournage pour des dramas historiques. Vous savez, les fameux Taiga dramas de la chaîne NHK.
2 d'entre eux comportent des scènes tournées ici. Il s'agit de Hurin Kazan, sorti en 2007, et Go Himetachi no Sengoku, qui date de 2011. On comprend, cela dit, l'importance stratégique de l'endroit lorsqu'on contemple la vue sur la vallée de la Chikumagawa depuis la tour de Gei. J'ai repris la route après un bon moment passé dans ce lieu historique atypique où j'étais tout seul en plus, c'était trop bien. Et comme je suis en voiture jusqu'à cet après-midi, où je vais reprendre à nouveau un train, je vais en profiter pour aller me faire un petit onsen. Mais pas le onsen classique en intérieur, non, un tout petit onsen de montagne en extérieur, et qu'on ne peut là encore atteindre qu'en voiture. Puis à pied. Ah bah oui, il faut le mériter un peu quand même. Me voici donc à Tsubame Onsen, dans la région de Myoko, une ville qui se trouve déjà dans la préfecture de Niigata. Avantage du lieu, c'est en accès libre, donc totalement gratuit. Par contre, il faut prévoir sa serviette, évidemment. En plus, en cette saison, c'est pratiquement désert. Pratiquement, parce que je suis pas resté seul longtemps. Mais peu importe, qu'on y soit seul ou pas, un onsen comme ça, en pleine nature, y a rien de tel. Bien requinqué après ce bon bain chaud, je me suis remis en route, en sens inverse, afin d'aller rendre la voiture et reprendre le Shinkansen à la gare de Nagano. Pourquoi revenir sur mes pas ? Eh ben, à cause des frais d'abandon engendrés par le fait de rendre une voiture dans une préfecture différente au Japon. Oui, ça c'est sans doute le gros point noir quand on loue une voiture ici, ça peut vite revenir cher. Heureusement, l'essence, elle, est nettement moins chère qu'en Europe.
En tout cas, cette première expérience au volant dans la campagne japonaise fut une vraie révélation. Le plaisir de conduire dans ce pays est sans commune mesure avec tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Ne vous laissez pas impressionner par la conduite à gauche, on s'y fait très vite. Et entre la signalisation très bien faite et le GPS qui est un véritable copilote électronique, il n'y a pas à hésiter. C'est bien simple, je n'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à ma prochaine étape avec location de voiture. En attendant, direction la côte de la mer du Japon pour l'étape suivante de mon périple, avec notamment un train pas comme les autres.